Fournier, je travaille pour une entreprise solidaire qui s'appelle Yamana RSE. Donc, nous, on est spécialisé dans la filière textile habillement et on travaille plutôt sur les aspects RSE globaux et donc dont la partie environnement, et on développe des projets d'économie circulaire. Alors, donc les aspects opérationnels de l'upcycling et le business model, alors posé comme ça, effectivement, on s'attend à ce qu'on dise qu'il y a un business model de l'upcycling et donner une réponse en disant voilà, ça va coûter tant. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, ce que je vous propose de faire dans le quart d'heure, c'est de regarder un petit peu quels sont les déterminants de la chaîne de valeur pour comprendre un peu la logique de l'upcycling, les différentes étapes et qui permettent justement de bâtir ensuite un business model. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence qui est fondamentale entre la logique de fabrication d'un vêtement, on va dire, classique prêt-à-porter ou d'un accessoire et la logique de l'upcycling. Dans le prêt-à-porter, vous allez travailler sur des matières premières neuves pour lesquelles on va construire un cahier des charges de A à Z. On est dans un processus créatif où on part quasiment d'une page blanche. Alors évidemment, on va avoir des cahiers de tendance, mais on va pouvoir choisir le style, on va pouvoir choisir la composition du tissu, on va pouvoir choisir le grammage, les motifs unis, imprimés, les accessoires. On connaît les ateliers qui sont capables de faire du chaîne et trame, de la maille, etc. On va lancer des productions. On a un parc de fournisseurs qui est relativement stable et qui est établi. Bon, on est dans l'industrie de la mode qui existe depuis X années. Dans la partie upcycling, on est dans une logique qui est complètement différente. Donc, c'est déjà, alors même si l'upcycling, c'est un terme nouveau pour des pratiques anciennes, les premières marques qui se revendiquent de l'upcycling, elles ont 15 ans. Donc, on est sur un modèle qui est mouvant, avec des déterminants qui ne sont pas encore forcément complètement établis, mais on va quand même essayer ensemble de les balayer rapidement. Mais c'est important de comprendre cette différence de conception. Donc, on va généralement partir effectivement d'une matière, un matériau, une matière première. Alors, et là, pour le coup, ça va être complètement différent. On va partir d'un vêtement, du linge de maison, un rideau, des tissus dormants, des parapluies, des parachutes, des bâches, que sais-je. Ce matériau, il a déjà une fonction, il a déjà une identité, il a un vécu. Il a été créé dans une perspective. Et donc, il est généralement ensuite considéré un peu comme déprécié, soit parce qu'il n'a pas été commercialisé ou vendu, il n'a pas, ou alors parce qu'il a terminé son premier cycle de vie, on va dire, et donc il est considéré comme étant un déchet. Et l'objectif, donc, c'est de lui donner une deuxième vie, en lui donnant de la valeur ajoutée. Et pour lui donner de la valeur ajoutée, on va le détourner de sa fonction première pour lui ajouter des fonctionnalités ou lui trouver un autre usage. Donc, on va partir d'un processus créatif qui est complètement différent. Donc, c'est aussi différent par rapport à la place que vous allez occuper dans la filière. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, vous êtes un distributeur de vêtements qui veut upcycler ses invendus et donc soit des nouveaux vêtements ou des accessoires, ou est-ce que vous êtes une créatrice, un créateur de mode et qui veut du coup se sourcer et créer des nouveaux produits. Donc, en fonction de son positionnement dans la filière, évidemment, ça va être aussi, ça va conditionner le modèle qui va être derrière. Donc, on va commencer par la partie création. Je pense que c'est le premier poste de coût qui doit être considéré. Donc, si vous êtes vous-même créatrice, créateur de mode, vous allez développer votre propre collection, c'est votre savoir-faire. Si vous êtes un distributeur, vous allez soit travailler avec un bureau de style en interne, ou alors vous pouvez vous pouvez externaliser et travailler avec une créatrice, un créateur de mode externe, auquel cas ça va être le premier poste de coût. Donc ça, c'est généralement important de l'intégrer parce que généralement, on peut rapidement aussi évacuer la partie création alors qu'elle est fondamentale parce que si vous travaillez avec l'externalisation de la création, vous allez commencer effectivement à réfléchir sur quel est le positionnement de mon produit, quelle est ma cible, quel est le positionnement en termes de prix. Généralement, moi j'aime bien ajouter à la partie à la partie création, à la partie éco-conception, parce que c'est pas parce que c'est un article upcyclé que l'on va créer qu'il ne faut pas déjà poser la question de son éco-conception. Donc, si je prends un rideau et j'en fais un vêtement, il faut réfléchir à ce que ce vêtement
lorsqu'il aura lui-même terminé son cycle de vie, puisse être facilement réutilisable ou alors recyclable, upcyclable, etc. Donc, il faut se poser la question aussi de la façon dont on va concevoir le produit recyclé pour y intégrer donc des éléments qui vont faciliter sa transformation future. Ensuite, on a la partie sourcing qui est extrêmement importante dans le cadre de l'upcycling parce que, en fait, c'est un poste qui est extrêmement chronophage. Alors, soit vous travaillez sur vos propres invendus, vous êtes un distributeur et donc là, bon, vous avez la matière à disposition. Soit effectivement, vous êtes créatrice-créateur et là, vous allez passer énormément de temps à sourcer les matières, les matériaux, parce que vous allez devoir identifier les gisements, vous allez devoir rencontrer les structures qui possèdent ce gisement, expliquer votre projet et donc, du coup, ça va être très chronophage. Donc, ce temps, il doit être comptabilisé hein, parce que c'est vraiment un poste qui est important. Même si aujourd'hui, on a la possibilité de passer par des plateformes qui facilitent cette étape de sourcing, donc des plateformes comme Adapta, par exemple, pour le cuir, comme Uptrade pour les tissus dormants, et donc qui vont faciliter énormément ce travail de sourcing qui, par le retour des créatrices et créateurs, demande énormément de temps. On a également là un poste de gestion coût de la logistique avec le fournisseur de matières. Hein. On a également des matériaux qui vont être plus hétérogènes, hormis les invendus. Donc, les invendus, bon, on peut réfléchir en termes de lots. Sur les gisements, généralement, sur lesquels on va travailler sur de l'upcycling, c'est assez rare de travailler sur des lots. Donc, on va travailler sur des gisements ou des articles qui vont être hétérogènes, ce qui fait que versus des collections homogènes. Ce qui fait qu'en fait, on va travailler donc des matériaux différents. Donc, ça va forcément nous orienter vers des collections qui vont être sur des modèles uniques ou petites séries. Voilà, c'est un modèle économique qui est aussi complètement différent de la partie fast fashion. C'est d'ailleurs pour ça que les créatrices et les créateurs, généralement, travaillent plus sur du plat que sur du vêtement en forme, hein, parce que sur les vêtements en forme, on a des points durs, on a du démantèlement, on a du délissage, alors que sur le plat, il n'y a pas ces étapes-là, puis on va travailler sur des grandes pièces, des rideaux, des nappes, des toiles, pour vraiment essayer d'optimiser la partie de matière à réutiliser. Alors, évidemment, travailler sur des invendus ou travailler notamment sur des matières qui ont déjà été utilisées, ça va induire des problématiques différentes. Un article usagé a forcément des défauts. C'est rare de travailler un rideau, par exemple, où on va pouvoir utiliser la totalité du rideau. On va avoir des problèmes de résistance aux UV, donc il y aura des différences de teinte, il y aura des taches, il y aura des trous, donc il va falloir trier, il va falloir réfléchir à la découpe pour optimiser le matériau et pour réduire les pertes. Donc ça, c'est aussi un temps à comptabiliser, c'est qu'il y a un énorme travail au niveau de la matière, donc de réflexion, de tri, de découpe pour pouvoir optimiser. Sur les invendus, la problématique, elle va être différente. Ce sera plutôt sur le dédissage, enfin ce qu'on appelle le dédissage, le démantèlement du vêtement, ou alors là, effectivement, on va devoir enlever les points durs, hein, c'est-à-dire les boutons, les zips, etc. Donc, c'est une opération qui va nécessiter une étape de coupe. Et donc, c'est aussi un poste de coût qui est pas négligeable. Hein. On n'a pas encore trouvé de machine capable d'automatiser la phase de dédissage. Hein. Il y a des projets dans ce sens, mais bon, pour l'instant, on y réfléchit. Je voulais aussi aborder les caractéristiques techniques du matériau. Parce que, alors, si on travaille sur des invendus, on connaît la matière, la composition, le grammage, l'armure, les conditions d'entretien et les paramètres de résistance mécanique du produit, du vêtement invendu, par exemple. On connaît son taux de retrait. Alors que si on travaille sur des matériaux que l'on va chiner, que l'on va sourcer, alors soit on a la chance d'avoir ces informations, mais elles peuvent être parcellaires ou alors elles peuvent être complètement perdues. Comment ça s'entretient? Quelle performance en matière de résistance à la traction, déchirure, boulochage? Quel est le taux de retrait? Est-ce que c'est 2, 5, 10%? Peu de structures aujourd'hui permettent d'aller dans ce type de détails, hein, parce que justement ces informations sont parcellaires.
Donc, j'avais vu une question notamment sur le retrait, parce qu'effectivement, si vous travaillez sur des tissus d'ameublement ou des rideaux, etc., en fait, ce sont des matériaux qui n'ont pas été conçus à la base pour être portés et être confectionnés et passer à un entretien, on va dire, de type ménager. Donc, on peut avoir des problématiques de dégorgement, on peut avoir des problématiques de retrait et qui vont nuire à la qualité de l'article upcyclé. Donc, ensuite, on a les étapes alors, tout ce qui concerne également la partie RSE. Est-ce que le produit contient des allergènes? Est-ce qu'il est Ecotex? Ensuite, on doit passer à la phase de patronage et prototypage. Donc là, par exemple, le Fashion Green Hub propose des possibilités de faire du prototype et de la confection également en petite série, hein, parce que la confection, c'est aussi un poste impactant en termes de coût. Donc, c'est pour ça que certaines structures vont faire fabriquer en Europe, par exemple au Portugal, généralement pour diminuer les coûts de confection. Et certains, sur la partie confection, choisissent d'aller jusqu'au bout de la logique et de faire du Made in France en travaillant alors avec, par exemple, des ateliers en insertion ou en centre adapté, donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui commencent à avoir des compétences et des grades de qualité confection, notamment en région, qui sont extrêmement importantes. Donc, on peut travailler aussi avec des ateliers classiques. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Hein. L'atelier classique, il va être plus cher, mais il va aller plus vite. L'atelier en insertion, par exemple, bon, il va coûter moins cher, mais les délais peuvent être un peu plus longs. Et ensuite, donc, on a après la partie confection, on va avoir évidemment la partie positionnement du produit. On a vu donc les différentes opérations font que le produit ne sera pas concurrentiel par rapport à des produits d'import. Hein. C'est très rare. Donc, on ne peut pas se positionner sur l'entrée de gamme. Et ce n'est pas le but finalement. Hein. Le but, c'est vraiment de valoriser la création, l'innovation, le savoir-faire, le circuit court, qui signifie un positionnement au milieu à haut de gamme des clients qui souhaitent, et identifier des clients qui souhaitent modifier leur pratique d'achat, modifier leurs produits pour leur donner du sens, et également les distributeurs qui souhaitent upcycler leurs invendus. La logique, elle est un peu différente parce que là, ce que généralement souhaitent les distributeurs, c'est plutôt de travailler, de trouver de la revalorisation, soit évidemment, soit à coût zéro, c'est-à-dire ça ne coûte rien, et idéalement dégager un bénéfice. Voilà. Et la partie distribution, on finira sur la partie distribution qui dépend également du statut. Si vous êtes distributeur, vous allez passer par votre circuit de distribution, hein, bien évidemment. Si vous êtes une marque créatrice, créateur de mode, là, les choses sont un peu plus compliquées. Vous allez choisir de les vendre soit sur votre site de e-commerce. Donc là, vous avez un gros travail de référencement et de visibilité de ce site. Vous pouvez participer à des boutiques éphémères, des boutiques en dur, en collectif, des collections capsules, des corners avec des marques établies. Vous pouvez passer par des marketplaces spécialisés dans l'upcycling ou dans la mode responsable. L'upcycling qui, donc à noter également au sein du Fashion Green Hub, la marketplace qui permet aussi de référencier ces produits pour celles et ceux qui sont intéressés sur le référencement de produits upcyclés. Voilà. Donc voilà un petit peu les différents déterminants que l'on peut présenter pour bâtir concrètement son modèle économique.